Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour et à ce 19e rendez-vous en sciences humaines. Alors on poursuit aujourd'hui l'internationalisation de ces rendez-vous en accueillant un Québécois anglais, comme il aime parfois à se définir, Will Stroh de Montréal. Alors on le remercie pour sa présence et grâce à lui pour ce petit retour de l'hiver. Et pour lui, je crois que ce sera une double performance. D'abord, il va intervenir avec un décalage horaire important, et aussi dans un climat tropical pour lui, parce qu'il est parti, il faisait moins 35 degrés à Montréal, et ça a bloqué son départ, en fait, et ça a bloqué son... Je pense que Montréal est avion. plus chaud aujourd'hui que Grenoble. Alors, on ne comprend plus rien. Alors, s'il fait plus chaud maintenant à Montréal qu'à Grenoble, enfin voilà. Il y a des perturbations climatiques. Alors, je voulais dire à Will, ne te fais pas trop d'illusions. Will, la métropole grenobloise n'est pas Rio, mais sens-toi quand même chez toi ici, dans cette petite cité utopique de la MSH, avec un public chaleureux, on l'espère. Plus sérieusement, Will Stroh, il est professeur au département d'histoire de l'art et des études en communication de la prestigieuse université McGill à Montréal. Il est également directeur de l'Institut McGill d'études canadiennes. Will Stroh est spécialiste de la culture urbaine et de l'histoire de la culture imprimée. On dira peut-être qu'est-ce que c'est que cette culture imprimée. Il est l'auteur de nombreux ouvrages que je ne vais pas citer ici et d'une centaine d'articles sur la musique populaire, le cinéma et aussi sur la culture urbaine. Il mène actuellement un projet de recherche depuis quelques années d'ailleurs sur la thématique de la nuit, et c'est comme ça qu'on a eu la chance de se rencontrer il y a deux ans maintenant, sur ce thème de la nuit à l'autre bout de la planète, en tout cas du côté de l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas sur ce thème qu'on lui a demandé aujourd'hui d'intervenir. Son intervention va porter sur un thème plus précis peut-être, qui est celui des scènes culturelles et des paysages urbains. Alors on y voyait un double intérêt, à la fois pour le campus et pour la métropole. Premier intérêt, c'est sur ce thème de la notion de scène, puisqu'il a été le premier ou l'un des premiers à définir cette notion qui aujourd'hui nous aide à dépasser nos approches de territoire, et puis aussi à dire et penser autrement un certain nombre de phénomènes, et pas simplement des phénomènes métropolitains. Je me souviens que tu en avais donné une première définition précise de cette notion de scène, qui a été augmentée depuis dans d'autres publications. Je me souviens de la définition de 2002, et tu disais dans cette définition, la scène associe à la fois un groupe de personnes qui bougent de place en place, les places sur lesquelles ils bougent, et le mouvement lui-même. Et il me semble savoir que tu as ajouté cette notion de valeur aujourd'hui, notamment dans ta nouvelle définition. Puis deuxième intérêt,
C'est cette notion de paysage que tu abordes à travers ta discipline et qui intéresse aujourd'hui nombre d'acteurs sur Grenoble. Voilà Will, à toi pour une demi-heure de conférence. Je sais que tu vas t'appuyer sur un certain nombre de visuels et puis à 5 minutes de la fin, donc tu as 25 minutes, à 5 minutes de la fin il y aura une petite musique qui va retentir, ou en tout cas un gong, hein, n'exagérons rien, et il te restera 5 minutes pour conclure, et puis ensuite on aura un débat avec la salle que je laisserai te charcuter joyeusement. Voilà, encore bienvenue dans la petite cité utopique de la MSH et dans ces rendez-vous en sciences humaines. À toi, Will. Okay. Mais merci Luc. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici. C'est la deuxième fois que je visite Grenoble. Je suis un peu sur Facebook et Twitter, ce qui se passe avec cette série de conférences. Alors, je suis très honoré d'en faire partie aujourd'hui. Comme vous l'auriez sûrement remarqué, le français n'est pas ma langue primaire, alors j'espère que ça ne va pas vous faire trop mal aux oreilles de m'écouter. Mais il y a 20 ans à peu près, 22, 23, mon Dieu, je travaillais beaucoup en tant que chercheur sur la musique populaire. Et c'était l'époque, on peut dire aux États-Unis surtout, l'époque du grunge, où tout le monde parlait de leur scène locale en musique. Dans les villes universitaires des États-Unis, on parle de la scène de Athens, Georgia, de Seattle. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une certaine irritation au fait que les gens parlaient de leur scène comme s'il n'y avait aucune différence entre l'idée de scène musicale et communauté. Et c'est en essayant de distinguer entre l'idée de scène et de communauté que j'ai commencé à développer le concept de scène. Alors c'est un peu de ce point de départ que je vais vous parler aujourd'hui. Le mot scène, on l'utilise à tous les jours. Ce n'est pas un terme qui vient évidemment des chercheurs universitaires. On parle de la scène littéraire à Paris, la scène lesbienne à Londres, la scène heavy metal à travers le monde. Mais le terme scène a commencé à avoir une présence dans les études en musique populaire, qui est même pas une discipline, c'est un champ interdisciplinaire dont je fais plus ou moins partie depuis le début des années 90. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que le terme a circulé dans les milieux académiques anglo-saxons depuis 15 ans, 10 ans, mais ça commence à intéresser les sociologues français. Alors, je me trouve invité à parler de la notion de scène en français plus souvent que dans le passé. Alors, on voit ici sur l'écran certaines des publications où le terme scène joue un rôle important. Il y a un numéro à la gauche du cahier de recherche sociologique, Revue savante québécoise, sur l'idée de scène. Il y a un livre, comme il y en a des dizaines d'autres, sur la scène musicale à Toronto dans les années 60. Il y a un recueil de textes, Music Scenes, qui traite de toutes les variations de scènes. Est-ce qu'il y a des scènes translocales, transnationales, virtuelles, etc. Alors, comme j'ai dit, en travaillant sur le concept de scène, je voulais l'opposer au concept de communauté, parce que j'ai pensé, moi, que scène, dans l'idée même de scène, il y a une fluidité qu'on ne trouve pas nécessairement dans l'idée de communauté. Les communautés, on les imagine toujours comme plus ou moins stables, comme enracinées dans un territoire et dans un patrimoine. Alors que l'idée de scène, pour moi, connote ce qui a toujours été pour moi une partie importante de l'expérience de la musique en contexte urbain. Ça veut dire la fluidité des goûts, le passage d'un genre de musique à un autre, etc. Pour ceux qui analysent la musique populaire, le concept de scène a souvent été mis en opposition ou en conflit ou en concurrence avec d'autres concepts comme celui de tribu, par exemple, proposé par le sociologue Mafasoli. Il y a un article dont vous voyez le titre sur l'écran de David Husband, chercheur britannique, Scenes, Tribes or Subcultures or None of the Above, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas cité avec précision, None of the Above. Et lui
trace la différence entre ces termes. Parce que pour plusieurs qui ont étudié la musique populaire, c'est l'idée de tribu qui est importante pour décrire les audiences. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de fans d'un groupe? C'est une tribu qui suit leurs idoles. On a depuis longtemps parlé des sous-cultures. Ceux qui ont analysé le mouvement punk à la fin des années 70 ont dit que ça c'est une sous-culture. Ça veut dire que c'est une partie, il y a une culture dominante, mais à l'intérieur de cette culture-là, on a ce qu'on appelle des sous-cultures. Pour moi, scène reste préférable à ces concepts-là, parce que tribu, pour moi, c'est un concept, je l'appellerais trop gravitationnel. Ça veut dire, il y a une chose, une idole, un style de musique, et il y a des gens qui gravitent autour. Ce n'est pas nécessairement pour moi comme ça que la musique ou la culture fonctionne. Le problème pour moi avec le concept de sous-culture, c'est trop vertical. Il y a une culture dominante, et à l'intérieur de ça, il y a des sous-cultures. Mais qui peut dire aujourd'hui c'est quoi la culture dominante? Est-ce que l'idée a encore du sens? Pour moi, scène décrit mieux ce que j'appellerais la dispersion des éléments culturels. À Montréal, je peux passer d'une scène à une autre, les scènes changent, ils attirent certains éléments, ils en expulsent d'autres. Scène incorpore plus facile pour moi que tribu ou sous-culture, les éléments, par exemple, matériels de la production et de la consommation de la culture. Une scène peut inclure des objets, des technologies, des lieux, des infrastructures, des architectures. Sous-culture ou tribu, c'est difficile à intégrer dans ces concepts-là toute cette matérialité. Aujourd'hui, maintenant, depuis que les sociologues français se sont intéressés au concept de scène, on met scène en opposition au concept de chant, qui vient évidemment de Pierre Bourdieu, et de monde, de Art World, de Harold Becker. Là encore, je garde une préférence pour le concept de scène, parce que pour moi, chant, même si je me considère comme très bourdieusienne, est trop basé sur un conflit qui n'est pas nécessairement le moteur des scènes, et monde de Becker trop basé sur la fonctionnalité. Pour Becker, le point de départ, c'est la question de quoi a-t-on besoin pour produire l'art. Alors, puis, les choses qu'il nomme, les studios, les magasins, les cafés, les matériaux sont toujours ce qui font partie de la fonctionnalité de l'art. Aussi, de plus en plus, on met scène en opposition au concept comme réseau. Nick Crosley, qui a étudié l'avènement du punk à Londres et Birmingham, à Manchester, a dit qu'on n'a pas besoin du concept de scène. Le réseau explique tout. Il y a des chercheurs plus récents qui parlent de sphère et même mettent ensemble atmosphère pour créer, mais ce n'est pas un néologisme parce que le mot atmosphère existe depuis longtemps, mais qui disent que c'est plus intéressant de parler de sphère culturelle que de scène. Et je suis tombé récemment sur la revue Ambiance, publiée, je pense, ici à Grenoble, où les gens parlent d'ambiance et ils disent que, bon, tout ce qu'on a dans le concept de scène, on l'a déjà dans le concept d'ambiance. Alors, il y a tout un bouffée de concepts aujourd'hui qui expliquent essaient plus ou moins d'expliquer la même chose. Je veux juste passer vite sur deux modèles spatiaux des scènes. L'idée de scène comme trajectoire, ça c'est la carte qu'on voit sur l'écran, c'est une carte faite par un chercheur montréalaise qui voulait dessiner la scène musicale montréalaise, une certaine scène montréalaise qu'on appelle la scène post-rock, associée à un groupe assez connu à travers le monde, Godspeed du Black Emperor. Alors, ce qu'a fait cette chercheur-là, c'est qu'elle a mis des gadgets GPS sur les musiciens qui sont au centre de la scène, puis les a suivis dans le mouvement à travers la ville. Parce que pour elle, une scène, c'était une série de passages de trajectoires. Alors, la pensée, si on pourrait cartographier là où vont ces gens-là, on va voir non seulement les limites, mais en quelque sorte le contenu de la scène montréalaise. Une autre approche assez différente est celle de mon collègue mexicain Alejandro Mercado, où lui
pour lui, une scène est plutôt une série de relations entre des lieux qui font partie d'un réseau. Alors ça, c'est pour lui la scène musicale à Mexico City, où chaque point est un lieu de performance, ce qu'on appelle en anglais une venue. La distribution n'est pas géographique, mais c'est plutôt selon la centralité des lieux. Alors, le lieu où le plus grand nombre des groupes ont joué est au centre, et après ça, on voit les venues, les lieux de performance de plus en plus marginales. C'est une autre façon de cartographier une scène. J'ai écrit un article l'année passée, ou il y a 2 ans, sur... je change toujours mes idées sur ce que c'est une scène. Alors, ce que j'ai dit en 2002, bon, oui, ça pourrait être ça. Mais chaque fois qu'on me demande d'écrire un nouvel article sur l'idée de scène, j'essaie d'y ajouter quelque chose ou peut-être de changer d'avis. Alors, l'article que j'ai écrit il y a 2 ans, c'était « 6 things a scene might be », 6 choses que pourrait être une scène. Parce que pour moi, le concept de scène, c'est plutôt un concept productrice, qui j'espère, produit des idées qu'un concept fixe qui nomme l'état permanent de quelque chose. Alors j'ai fait une carte conceptuelle qui n'est pas très belle, je sais, mais là, on voit, surtout dans le cercle au milieu, ce qui pour moi sont les 6 choses que peut être une scène. Une scène peut être un espace de médiation, une collectivité, etc., etc. Je vais les prendre une à la fois. Alors, on imagine qu'une scène, c'est un groupe de personnes, de gens, une forme de collectivité. Alors, la question principale est qu'est-ce qui donne cohérence à cette collectivité, cette collectivité? C'est quoi le genre de proximité entre les gens qui font que ce soit une scène? Que partagent les membres d'une scène? Et il y a plusieurs formes de cohérence ou de proximité qu'on trouve parce que les gens donnent le nom de scène à toutes sortes de collectivités. Alors pour moi, et peut-être le plus commun, le plus populaire, disons, des formes de proximité qu'on utilise pour définir une scène, c'est le dévouement, la dévotion à un objet. Cet objet, ça peut être un style de musique, une forme culturelle. Alors, on parle par exemple du dubstep scene, une scène dévouée à une forme musicale, comme on peut aussi parler d'une scène heavy metal, une scène hip-hop, etc. Alors là, la proximité, la chose partagée par les membres d'une scène, c'est le dévouement à cet objet-là. Là aussi, on voit, j'essaie de trouver des exemples plus ou moins locaux, la scène poétique à Lyon. Un peu, c'est l'idée que les poètes montent sur scène, mais c'est aussi l'idée d'une scène comme fluidité d'une série d'événements à travers la ville. Une autre forme de proximité dont on sert souvent pour définir une scène, c'est la proximité géographique. Souvent, on nomme une scène selon le lieu où la scène a lieu, sans nommer un style ou un objet culturel. Alors, on peut parler, par exemple, dans l'exemple que je donne, de la scène musicale à Nantes. C'est tout ce qui se passe à Nantes qui est musical, qui fait partie de cette scène-là. Alors, et on dit que Nantes a une scène musicale effervescente. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses, il y a une fluidité, il y a une diversité, mais le seul dénominateur commun de toute cette activité-là, c'est que ce soit à Nantes. On parle aussi, par exemple, la scène locale grenobloise. Un mot que j'aime beaucoup, grenobloise. Alors, sans faire la distinction entre les genres musicaux, on dit qu'il y a une grenobloisité, est-ce que ça on pourrait dire ça, toute cette activité qui fait que ça crée une scène grenobloise. Une autre forme de proximité utilisée pour définir une scène, c'est l'idée d'une proximité démographique. C'est presque
contradictoire de dire proximité démographique, mais le fait que ce qui est partagé, ce qui donne cohérence à une scène, sont des caractéristiques des variables démographiques. Alors, par exemple, on parle à Toronto de the East Asian scene, ce que font les jeunes personnes d'origine asiatique de l'Est. Alors, que ce soit les clubs où ils vont, les rituels, les festivals dont ils font partie. Une autre forme de proximité est ce que j'appellerais morale ou éthique. Cette idée me vient d'une visite au Brésil où j'ai rencontré tous les amis j'ai un ami là-bas qui est professeur, mais aussi musicien de heavy metal. Et alors, il m'a invité à dîner avec tous les membres de son groupe et leurs fans. Et j'étais impressionné par les rituels qu'ils avaient entre eux, qui n'avaient rien à voir avec la musique, mais par exemple, qui payait la bière et à quel moment, et comment on saluait les nouveaux arrivants. Il y avait tout, pour moi, donc j'avais l'impression d'être un anthropologue arrivé dans un territoire étranger, mais il y avait toute une éthique très profonde dans la façon dont ils s'interagissaient, qui était pour moi aussi important en définissant cette scène-là qu'en fait l'objet, la musique, qui était en quelque sorte le prétexte de la scène. Alors, par exemple, on a la scène straight edge, je ne sais pas si ce mot a du sens ici, qui existe depuis le début des années 80, et c'était des punks surtout, mais en fait, ce qui les donnait unité à cette scène-là, c'était pas la musique, c'était le fait qu'ils étaient. Cette scène se définissait en opposition à la consommation de l'alcool, du tabac, à opposition à la promiscuité sexuelle. Alors, c'était par une série de prohibitions morales, ethniques, que la scène trouvait son identité et sa cohérence. Les scènes écologistes, évidemment, ce sont des scènes morales, éthiques, comme la nouvelle scène écologiste en France. Mais j'ai trouvé cette page ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ce qui m'intéresse en tant que chercheur sur les médias, c'est les scènes qui se définissent par le rapport à une forme médiale, ça veut dire une forme de médium. L'article ici parle d'une zine scene à Ottawa, ville capitale du Canada. Ça veut dire une scène qui gravite autour de la production des fanzines. On voit des zines scenes un peu partout au monde, même si le reste assez marginal. Mais aussi le fait qu'on peut parler d'une scène graffiti, un graffiti scene ici au sud de la France. Si le graffiti peut être vu comme un médium, une forme de médialité, alors la scène consiste à toutes ces personnes-là impliquées dans la production, la consommation, la distribution de graffiti en tant que forme médiale. Tout ça pour parler des formes de collectivité qu'on voit qui caractérisent les scènes. Je vois aussi des scènes comme des espaces de rassemblement. Et je veux dire par ça que quand mes étudiants me disent « je veux travailler sur la scène de musique expérimentale à Montréal », je leur demande toujours « commencez par, avec une vision naïve ou ouverte, faire un inventaire de toutes les pratiques, tous les objets qui font partie de la scène. » Parce qu'il y a des scènes où, même si on dit que c'est une scène consacrée à la musique expérimentale, si les membres de cette scène-là passent tout le temps à aller au restaurant manger ensemble, peut-être c'est plutôt une scène de restaurant ou de bouffe que de musique. Parce que la façon dont on nomme une scène n'est pas toujours l'activité principale qui le définit, c'est qui lui donne ses limites. Mais on a des scènes, par exemple, à Montréal, il y a un groupe Mutech qui organise des festivals de musique électronique qui joue non seulement comme organisateur d'événements, mais comme une force rassembleur qui
qui a réussi à travers les années à intégrer presque tout ce qui est intéressant en musique électronique à Montréal. Alors, l'existence même de Mutic a en quelque sorte donné une cohérence à une scène qui ne l'aurait pas eu autrement. Et je m'intéresse aussi à la façon dont une scène peut se cacher dans une autre scène et comme une scène peut donner naissance à une autre scène qui s'autonomise par rapport à elle. Et là, j'ai déjà parlé des restaurants, mais j'habite dans le quartier de Montréal qui s'appelle Mile End, d'où viennent Godspeed, Arcade Fire, tous les groupes qui ont donné en fait à Montréal sa réputation de ville musicale. Mais le succès de tous ces groupes a attiré beaucoup de gens au quartier et pendant plusieurs années, on a dit qu'autour de la musique, il y a aussi de bons restaurants. Il y a le bouffe, il y a des jeunes musiciens qui ouvrent aussi des restaurants, des cafés, etc. Mais à un moment donné, on pourrait dire que il y avait une scène gastronomique qui n'était plus juste une infrastructure de la scène musicale, mais qui avait ses propres logiques de développement, ses propres forces d'attraction vers les touristes, etc. Alors, cette qualité de scène se divise ou du fait que une scène peut émerger à l'intérieur d'une autre, pour moi, a toujours été très fascinant. La scène comme lieu de travail, je veux dire juste pour ça que, encore une fois, je demande à mes étudiants, que font les gens dans une scène? Ils ne passent pas tout le temps à créer de la culture. J'ai été très intéressé par une scène à Montréal consacrée à la musique garage des années 60. Et cette scène-là, ils passent le temps dans les marchés aux puces, à refaire des vêtements des années 60. Il y a toute une productivité artisanale qui consiste à chercher, à transformer, à modifier des objets. Et c'est autant l'activité qui définit la scène qu'on fait la performance de la musique. Une scène, pour moi, un des aspects les plus intéressants des scènes est le rapport au temps. On pense toujours des scènes, c'est excitant, c'est tout ce qui est nouveau, mais en fait, la plupart des scènes que je connais à Montréal sont dévouées, consacrées, disons, à la préservation de quelque chose, pour qu'il ne disparaisse pas. La musique de chambre, la musique classique, la musique jazz, la musique rock des années 60. Alors, je suis intéressé par la tension dans le concept de scène entre l'idée de scène comme ce qui accélère le mouvement de la culture et ce qui le ralentit. Et si la culture passe par les scènes, si un nouveau style musique entre dans une scène, ça veut dire un lieu, un groupe de personnes, est-ce que le fait d'entrer dans cette scène a l'effet d'accélérer le développement de sa musique ou est-ce que ça, en fait, ça la rend ça la stabilise? Et pour moi, une des questions que je pose à chaque scène est la suivante. Est-ce que la scène est un lieu de mémoire? Est-ce que les scènes sont là pour conserver, préserver quelque chose, pour prévenir sa disparition? Ou est-ce que les scènes sont des lieux d'oubli? Par ça, je veux dire que est-ce qu'une scène, dans sa rapidité de fonctionnement, a l'effet de faire oublier un style de musique. Mais évidemment, il y a des scènes qui sont des lieux de mémoire et des scènes qui sont des lieux d'oubli. À Montréal, il y a une scène de musique country. Il y a un bar, The Wheel Club, où à chaque semaine, on fait des performances de la musique country des années 50 et des 60. Évidemment, c'est une scène dont le but principal, c'est de conserver une certaine musique. Mais il y a aussi des scènes comme une scène à Londres, underground, en Angleterre, de musique dubstep, grime, où on fait... Ce qui se passe, c'est que les modes, les styles changent tout le temps. Et c'est l'effet de cette scène-là de faire en sorte qu'il n'y a aucun style qui dure plus longtemps que quelques semaines. Parce que la scène est tellement dévié par le changement, l'innovation, qu'il n'y a aucune mémoire. Tout ce qui est nouveau est ce qui est important et tout ce qui est vieux de 2 semaines a perdu de l'importance. Je vais entendre le gong bientôt, j'imagine. Et je m'intéresse aussi aux scènes comme espace de médiation.
Je vis, comme j'ai dit, dans un quartier où il y a la scène la plus importante musicale à Montréal depuis 30-40 ans, la scène, ce qu'on appelle post-rock. Alors, les journalistes arriveraient toujours dans mon quartier en me demandant souvent, parce qu'ils m'appelleraient, parce qu'ils pensaient que je connaissais la scène, mais c'est où la scène? Et ils marcheraient dans la rue, ils ne verraient pas la scène. Alors, j'étais intéressé par le fait que les scènes peuvent être invisibles, ou les scènes peuvent être les activités qui cachent ou qui servent de camouflage par rapport à une activité culturelle. Et c'est un peu compliqué peut-être l'idée, mais ma définition, on a entendu ce que c'était ma définition de scène en 2002. En 2016, je dirais que peut-être une scène, c'est le supplément de sociabilité qui s'attache à une forme ou à une activité culturelle. Si on n'a que l'activité culturelle, on a la culture. Ça nécessite la sociabilité et la présence de la sociabilité autour de la culture pour qu'on ait une scène, à mon avis. Parce qu'une scène, c'est l'effervescence sociale qui s'accumule autour d'une activité culturelle. Alors, c'est quoi le rapport entre scène et cette culture en termes de visibilité? Bon, à mon avis, une scène peut cacher l'activité culturelle qui est sous-tend, la camouflant sous la sociabilité. Dans mon quartier à Montréal, les musiciens passaient leur journée non en faisant de la musique, mais en buvant du café dans deux cafés assez importants dans la scène. Alors, ces cafés-là, en quelque sorte, ont caché ou ont servi de camouflage par rapport à cette activité musicale. C'est comme si l'existence des cafés était là pour faire de la confusion auprès des journalistes qui cherchaient à voir la scène. Mais aussi, une scène peut faire le contraire. Il peut théâtraliser l'activité culturelle en lui donnant une présence sociale qui fait qu'en fait, il est vu comme plus effervescence comme il est. Je viens de lire un très beau livre de Bobby Benedicto sur la scène gay à Manila dans les Philippines, où il a dit, bon, il y a longtemps, il y avait une vie gay underground, mais ce n'était pas une scène. Elle est devenue une scène quand toutes ces activités dispersées, fragmentées, ont commencé à créer un sens commun parmi les membres de cette scène, de participer à quelque chose, de faire partie, de partager une énergie, de refaire la cartographie de la ville pour que tout d'un coup, on voyait la ville d'une autre manière, parce qu'on voyait la ville comme un champ d'activités sexuelles marginales, etc. Il faut lire le livre pour comprendre mieux ce que je voulais dire. Mais pour lui, la scène est cette théâtralisation qui rend visible une activité qui autrement aurait resté invisible et inconnue. Cette image-là, ça c'est un des deux cafés dans mon quartier où les journalistes cherchaient toujours la scène montréalaise. Et ce qu'ils voyaient, c'était des gens en train de boire du café, c'est comme si vraiment ils cachaient quelque chose. Mais est-ce que c'est ça la scène, les gens en train de boire du café, ou est-ce que la scène est quelque chose derrière ou souterrain par rapport à ça? Ça, c'est toujours le problème, parce que le mot scène, comme on sait, étymologiquement, a un rapport avec la visibilité, la scène sur laquelle on monte et on joue. Et je vais terminer là-dessus. Merci.